nous. Donc Finance for Tomorrow a été très actif cette année pour suivre et influencer la dynamique européenne dans le champ de la finance durable. Donc nous avons dans le cadre de notre commission policy, nous sommes réunis pour faire un point justement sur toutes ces grandes avancées. On a publié un décryptage pour éclairer ces grandes étapes juste avant l'été 2020 pour faire le point sur ce Green Deal, ce grand plan d'action sur la finance durable. Et puis, c'est une task force qui s'est lancée à l'initiative du président de Finance for Tomorrow, Thierry Déaut, avec des réunions très soutenues qui sont concrétisées par des réponses à des consultations, un papier taxonomie. Et donc, nous sommes ravis que cette task force soit très dynamique autour de Julien Toiti, pilote de cette task force, à qui je laisse la parole. Super, merci beaucoup Pierre-Alix pour cette introduction. Donc, juste pour recadrer les choses dans le cadre de notre session d'aujourd'hui, une des idées qui est ressortie du travail sur l'Europe, comme souvent, c'est que le risque, c'est d'être un peu théorique, si je puis dire, et de rester au niveau d'intentions très fortes qui maintenant se concrétisent et qui ont des impacts sur notre vie au quotidien en tant qu'investisseur, mais de placer, c'était l'objectif, on l'a atteint, je pense, et Pierre-Alix l'a bien résumé, mais de placer Finance for Tomorrow comme un des acteurs identifiés par la Commission européenne quand il s'agit de penser les régulations financières de demain et leur impact sur l'économie réelle, si je puis dire. Ça, c'était le premier objectif et on y a contribué comme tant d'autres par des contributions écrites, mais on s'est aussi dit qu'il y avait quelque chose de particulier, de singulier pour la place de Paris, qui est la coexistence d'acteurs du financement et du développement de sujets qui ont trait à la transition, bancaires, assureurs, sociétés de gestion, pour citer que, acteurs publics aussi, et d'opérateurs industriels ou de développeurs de solutions industrielles qui sont aujourd'hui à la frontière de ce dont l'Europe a besoin. De là est venue l'idée d'avoir un événement dans le cadre de cette semaine où on pourrait montrer comment parfois les deux se rencontrent pour développer des solutions qui sont des solutions innovantes et qui s'inscrivent dans la dynamique européenne créée par le Green Deal, et que ces solutions-là, qui peuvent s'appliquer dans un cadre national, on pourrait collectivement les exporter. C'est déjà le cas pour certains d'entre vous, très, très content de voir Philippe, avec lequel on a le plaisir de travailler sur beaucoup de géographie, les exporter au niveau européen. Laurent et Karine nous en parleront aussi, en partant de cas concrets, ancrés dans les territoires où ils se situent et puis dans des réalités économiques et industrielles précises. Et puis à partir de ces cas-là, essayer d'illustrer comment la place de Paris peut amener des solutions innovantes qui tiennent à ce mariage entre la finance et l'industriel. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a identifié parmi les membres de la task force un certain nombre de contributions. On en a eu un peu plus que les participants aujourd'hui et on a dû faire des tris. Voilà, donc mais on aura l'occasion, je suis sûr, de mettre ça en avant dans un futur proche. Et donc, je serais très heureux dans ce contexte, je suis très heureux dans le contexte d'accueillir nos participants. Donc, en deux mots, puis je laisserai vous présenter après, mais le groupe EDF nous a fait l'amabilité avec donc la présence de Philippe et de Laurent de nous présenter deux exemples justement de mariage intelligent entre solutions financières et solutions industrielles, dont vous allez nous parler de manière, comme je le disais, beaucoup plus concrète et vivante. Karine Merer d'Adem Investissement va nous présenter d'abord ce que fait Adem Investissement et puis comment, par ce petit aiguillon financier, pas si petit que ça, quand on regarde les montants, on arrive à déclencher des filières en travaillant sur des projets remontés à des logiques de filières, qui est évidemment l'objectif des pouvoirs publics français en général, y compris sur des sujets très porteurs. Et voilà. Et puis je ferai une incise sur deux expériences dans notre galaxie Meridiam qui nous paraissent exportables, en tout cas illustratrices de la nouvelle façon dont des acteurs du monde des infrastructures, dans notre cas, doivent penser leur métier demain pour arriver à répondre aux défis collectifs. Voilà, donc c'est ça le cadre. Moi, j'aurais envie de proposer à Karine de débuter, si elle en est d'accord.
Et puis peut-être quelques mots de présentation de votre parcours et de celui et de votre institution avant de passer au cas, qui peut d'ailleurs être au pluriel concret que vous voulez mettre en avant dans le cadre de cette démarche. On prévoira aussi un temps de réponse pour des questions qui émergeront. J'imagine que c'est Pierre-Alix qui les centralise par le biais de Oui, Zoom. exactement, ouais. Mais c'est ça que j'allais dire. N'hésitez pas à poser des questions même tout au long du webinaire par écrit, et puis voilà, on les posera à l'oral, peut-être soit à la fin des présentations, soit à la toute fin du webinaire, comme vous le souhaitez. On va voir en fonction des questions. Ça marche. Voilà. Karine, donc c'est à vous. Merci, Je passe au vouvoiement, c'est de rigueur dans ces événements. Mais... Ça marche. Merci Julien, bonjour à tous. Donc moi j'ai en tête qu'on vise une petite dizaine de minutes, c'est ça? Donc je vais essayer de faire la présentation à l'ADEME Investissement et puis d'un exemple concret de projet dans cet espace de temps. Alors pour commencer, quelques mots sur ADEME Investissement, parce que c'est un outil relativement récent en fait. C'est un outil qui a été créé fin 2018, mais qui est dans les faits en opération depuis à peu près un an, une grosse année. Et c'est un outil de financement de projets innovants de la transition écologique et énergétique. Alors, notre mission, c'est d'accompagner ces projets dans les phases de première commerciale. On n'intervient pas sur des phases très amont, type R&D ou démonstrateurs pilotes, qui sont aidés par d'autres types de mécanismes, entre autres par l'ADEME, via des aides d'État, subventions, avances remboursables, etc. Mais on a vocation à accompagner des projets commerciaux dans une phase commerciale qui portent une innovation. Alors, l'innovation peut être soit technique, soit technologique. Et là, on rentre vraiment dans le cadre de notre mission. Mais on peut aussi regarder au cas par cas des innovations de business model, des innovations de services ou des nouveaux marchés qu'approcheraient des acteurs français. Alors, je mentionne le mot acteur français et on y reviendra dans l'exemple parce que, comme je disais tout à l'heure, on est un acteur public, on est financé par de l'argent public. En l'occurrence, on a une enveloppe de 400 millions d'euros qui nous est alloué dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Donc clairement, l'intention pour gérer cet argent public, la rentabilité qu'on va attendre sur le dossier, c'est d'accompagner des technologies françaises, des acteurs français et d'avoir une retombée d'une certaine façon, soit en termes d'emploi, soit en termes de promotion de filière. Donc une retombée qui a un intérêt pour la France. Comment on accompagne ces projets? En prenant des participations minoritaires, directes ou indirectes, dans des sociétés de projets. Donc, pour le définir rapidement, en miroir, on n'investit pas dans des sociétés, on n'investit pas dans des startups, on n'investit pas dans des PME, on est vraiment accompagnateur de financement de projets. Donc, on intervient au niveau des sociétés de projets, comme j'ai dit tout à l'heure, soit directement, soit indirectement via des véhicules, on y reviendra dans l'exemple, soit aussi pour une partie de notre enveloppe via des fonds d'investissement, puisqu'on peut prendre des tickets dans des fonds d'investissement. Pour rebondir sur un point que j'ai mentionné tout à l'heure quand je faisais référence à l'intérêt français et à l'intérêt financier des opérations, on est un investisseur, on doit agir en tant qu'investisseur avisé. Donc ça veut dire qu'on va atteindre une rentabilité financière sur le projet qui est en lien avec le niveau de risque qu'on prend. Donc plus on ira sur des projets risqués, plus on atteindra une rentabilité élevée. Une façon de le dire, c'est on n'est pas de l'argent pas cher, on n'est pas du tout dans une logique subventionnelle, contrairement à d'autres outils de l'ADEME. Et ce qui nous distingue par rapport à des opérateurs de marché peut-être un peu plus classiques, je dirais, sont deux choses. Un, c'est une capacité à prendre du risque. Justement, comme on se positionne sur ces sujets innovants, on a vocation à prendre du risque. Et on peut le prendre parce qu'on s'appuie sur les équipes de l'ADEME avec lesquelles on fait l'analyse des dossiers. Donc, on s'appuie sur les équipes sectorielles de l'ADEME qui ont, sur la plupart des secteurs dans lesquels on peut intervenir, une expertise, je crois, reconnue sur la compréhension des technologies et la compréhension des marchés. Donc ça, c'est notre première différenciation, la capacité à prendre du risque. Et le deuxième, qui dépend un peu du premier dans les faits, c'est le souhait de jouer un rôle de catalyseur. Donc, on espère le jouer aussi bien au niveau des co-investisseurs, c'est-à-dire en espérant, via le partage de risques et via cette analyse qui est faite avec les experts de l'ADEME, pouvoir assurer des co-investisseurs sur les projets. Et on peut aussi jouer ce rôle de catalyseur via d'autres parties prenantes du projet. C'est-à-dire quand ADEME Investissement s'est créé, on se focalisait sur le rôle de catalyseur vis-à-vis d'autres financiers, mais on se rend compte que le nom ADEME, dans les faits, peut aussi avoir un impact, un effet rassurant sur d'autres parties prenantes du projet. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut aussi travailler. Peut-être quelques chiffres pour finir, j'ai déjà mentionné en l'occurrence, mais quelques chiffres pour finir la présentation ADEME Investissement. Donc 400 millions d'euros d'enveloppe qui se développe progressivement, mais on a déjà 150 millions d'euros à notre disposition pour engager au niveau des projets. Des tailles de tickets qui sont compris entre 5 et 50 millions d'euros. Dans les faits, on peut au cas par cas descendre en dessous de 5 millions d'euros.
Et en termes de participation, je crois qu'on a bien le chiffre 4, 40 millions, 400 millions d'euros pour l'enveloppe et 40% pour la participation maximum idéale. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on est minoritaire, on a une préférence pour rester en dessous de 40%. En gros, on ne veut pas être le principal actionnaire d'un projet. On peut au cas par cas aller au-dessus, mais c'est vraiment les caractéristiques du projet l'exigent, mais ça n'est pas notre préférence. Donc voilà pour la présentation d'ADEME Investissement. Et je répondrai volontiers à des questions s'il y en a. Le projet qu'on souhaitait proposer aujourd'hui ou présenter aujourd'hui, c'est une transaction sur laquelle on a fait une communication en juin dernier et qui vise à accompagner un acteur français de l'éolien flottant qui s'appelle Ideol, qui a développé, c'est une société d'ingénierie qui a développé une solution de fondation flottante pour l'éolien offshore, qui est déjà en fait en l'occurrence accompagné par l'ADEME sur ces démonstrateurs et qui souhaite se positionner sur les phases de développement en vue de sécuriser des marchés pour sa technologie. Donc, dans le cadre de cet accompagnement de cet acteur français et de la promotion de cette technologie française, on a signé un accord avec Ideol et Gera, qui est une JV de 2 énergéticiens japonais, TEPCO et Chubu en l'occurrence. Et cet accord vise à créer 2 véhicules d'investissement qui ont vocation à prendre des participations dans des projets éoliens flottants en phase de développement. Vous m'entendez bien? Oui, d'accord. Très bien. Il y a eu un bruit. Donc, aussi bien en France qu'à l'international. Donc, pour revenir sur ce que disait Julien tout à l'heure, cette opération, elle a vocation à soutenir un acteur français sur son marché, mais aussi sur ses marchés export. Donc, ce qu'on vise dans le cas du véhicule, c'est entre autres des marchés en Europe. Il y a, comme vous le savez peut-être, pas mal d'activités en ce moment en Écosse autour de l'éolien flottant. Donc, clairement, ça fait partie des marchés qui sont identifiés dans le cadre de cette opération. Mais on peut aussi aller à l'international sur des zones un peu plus éloignées, puisqu'on a prévu dans l'accord cadre de considérer des projets en Amérique du Nord et au Japon. Donc ça, c'est une capacité qu'on a côté ADEME Investissement à intervenir à l'international. On ne peut pas ne faire que ça, on n'a pas vocation à faire que l'international, mais on peut le faire sur une partie de notre enveloppe. Et on ira sur des pays qui sont plutôt des pays à environnement des affaires accueillants, business friendly en bon français, ou si on va dans des géographies plus exotiques, ce que l'on peut faire, c'est en accompagnant des acteurs qui connaissent ces zones. Donc pour revenir sur la transaction, donc l'idée c'est de créer des véhicules qui vont prendre des participations dans des sociétés de projets. Aujourd'hui, on a préidentifié un certain nombre de pays et de projets. Pour autant, au cas où on souhaiterait accompagner d'autres projets, on a aussi défini une liste de critères qui nous permettent d'aller au-delà des marchés qui sont déjà identifiés. Donc, quel est l'objectif de la création du véhicule? Clairement, pour Ideol, c'est de sécuriser des marchés pour sa technologie. Je pense que c'est un mouvement qu'on a vu dans avec d'autres acteurs de l'ENR, qui est de monter sur en tout cas d'aller plus en aval et d'aller sur les phases de développement pour sécuriser des marchés. C'est clairement le choix qu'a fait Ideol pour pouvoir créer des débouchés pour sa solution de flotteur pour l'éolien. Et l'objectif pour ADEME Investissement, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure déjà, c'est d'accompagner cet acteur français et cette technologie française sur ces différents marchés et donc créer des débouchés sur des premières commerciales. Donc on n'accompagne pas une seule première commerciale, mais plusieurs premières commerciales dans différents marchés. Peut-être comment dire, sur la notion de réplicabilité, parce que je crois que c'est un des éléments qu'on souhaite creuser là, dans le cadre de cette discussion aujourd'hui. Quels sont les éléments de réplicabilité dans cette transaction? Je dirais le premier, c'est intrinsèque à la transaction, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui a vocation à accompagner plusieurs projets. Donc, on va répliquer à l'intérieur du véhicule. Dans les faits, on en crée 2 pour 2 zones géographiques différentes. Et on le fait en définissant quelques critères qui nous permettent ensuite de sélectionner des projets. Donc ça, c'est la réplicabilité intrinsèque à la transaction. L'autre élément de réplicabilité, c'est que c'est une structure qui a un intérêt, et on parle déjà avec d'autres acteurs, pour mettre en place des schémas qui ne sont pas nécessairement exactement les mêmes, mais qui ont pas mal de similarités avec ce que je viens de vous présenter, soit pour accompagner des entreprises françaises à l'international. On a des discussions en cours avec soit des développeurs, soit des porteurs d'innovation qui visent des marchés à l'international et qui réalisent qu'ils auront peut-être du mal à financer ces projets parce que nouveaux marchés et nouvelles technologies, ça fait beaucoup de nouveautés. Et donc, notre capacité à accompagner une nouvelle technologie permet ensuite de les accompagner sur ces nouveaux marchés. Donc ça, c'est le premier axe, ce sont les nouveaux marchés. Et le deuxième axe, sur ces financements sous forme de véhicules, qu'on commence à voir pas mal, c'est l'aide au déploiement. C'est-à-dire que c'est d'un passage sur des nouveaux business models, et peut-être que Philippe et Laurent mentionneront ce point.
Mais on voit de plus en plus, surtout sur les secteurs de la transition écologique et énergétique sur lesquels nous, on intervient. Alors, du coup, je fais une petite parenthèse, je risque que je ne l'ai pas dit, mais on intervient sur tous les secteurs de la TE, hein, pas uniquement les secteurs de l'énergie, mais également le secteur de la transition écologique, donc ça, économie circulaire, agroécologie, etc. Donc, on voit sur ces secteurs-là parfois un besoin de changement de business model pour pouvoir appuyer ou favoriser le déploiement ou la massification déploiement des actifs ou la massification du marché de la solution. Et ça passe parfois par un business model qui ne consiste pas à vendre l'actif ou l'équipement, mais qui consiste à le louer. Donc ce schéma sous forme de véhicule, il est aussi intéressant justement dans cette logique-là où on est en face, pas forcément d'un développeur, mais peut-être d'un fabricant d'équipements ou de machines qui a besoin, qui souhaite développer son marché et qui se rend compte que du côté des clients, il y a parfois une réticence au CAPEX pour différentes raisons. Et cette réticence au CAPEX, elle peut être surmontée en mettant en place des véhicules qui détiennent les équipements et qui ensuite sont mis à disposition sous forme de contrat de performance ou de contrat de location. Donc ce financement sous forme de véhicule, il peut être intéressant pour accompagner, de notre point de vue, et peut-être pour résumer, des premières commerciales. Et ça, donc, on se rend compte que accompagner une première commerciale, c'est intéressant, mais parfois, ça peut être intéressant d'accompagner plusieurs pour donner le temps, soit d'aller chercher plusieurs marchés, soit de donner le temps de prouver que la solution fonctionne, la technologie fonctionne, soit pour accompagner un changement de business model et qui permet d'un déploiement plus important des actifs porteurs d'innovation pour la transition. Ok, merci beaucoup, Karine. C'est très clair et ça résonne beaucoup, je pense, avec notamment ce que Philippe va nous présenter, puisque c'est aussi la logique. Alors, Philippe, Laurent, comment vous voyez la séquence entre vous? Parce que vous êtes sponsorisés par les mêmes, mais vous avez des produits distincts. Donc, très bien, je vous en prie. Donc, j'ai bien compris, Laurent, si c'est toi qui commençais. Oui, moi j'ai compris. C'était Philippe peut commencer. Je crois que c'était poli. Merci, Laurent. Bon, merci à tous. Et déjà, merci à Finance for Tomorrow. Je pense que c'est vraiment intéressant de nous donner cette tribune. Parce qu'effectivement, le financement de la transition énergétique, c'est un vrai facteur clé de succès, à mon avis, pour justement réussir cette transition. Et il y a des vrais challenges. Et Karine en a évoqué quelques pistes. Et je pense qu'effectivement, on travaille nous aussi sur des pistes de mise à disposition de véhicules qui nous paraissent très intéressantes. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas nous, notre sentiment, c'est que cette transition, elle ne se fera correctement que si on arrive effectivement à mettre autour de la même table des industriels et des financiers autour de solutions assez innovantes, que ce soit en termes de financement ou en termes d'équipement. Donc, je vais peut-être commencer par vous dire quelques mots sur Neote, et puis après prendre effectivement un exemple d'une de nos plateformes, Neote Green Mobility, qui, je pense, montrera bien ce qu'on essaye de faire. Donc, Neote, c'est une société qui est dédiée à 100% au financement de la transition énergétique et dans deux domaines. Un premier domaine qui est le passage à la mobilité zéro émission, on va dire, dans le sens mobilité électrique et mobilité hydrogène. Et le deuxième domaine, c'est le passage à l'énergie renouvelable distribuée et autonome, partiellement ou totalement, notamment dans des contrées, on va dire, assez reculées comme l'Afrique. Le mode commun entre ces deux domaines, c'est que généralement, il y a du stockage, et plus particulièrement des batteries en ce moment, mais ça peut être d'autres systèmes de stockage. Et je dirais que les systèmes de stockage correspondent à notre expertise technologique au niveau de Neote. Donc, Neote, qu'est-ce qu'on fait? On monte des plateformes, des véhicules d'investissement, on les gère dans le temps, et ces plateformes financent le déploiement d'équipements zéro émission, comme par exemple dans le domaine de la mobilité des flottes de bus électriques avec des chargeurs, des batteries. Ça peut être aussi dans le domaine effectivement de l'énergie distribuée, des réseaux, des mini-réseaux à base de panneaux solaires et de batteries. Comment ça marche? Neote va fédérer autour de ces plateformes des investisseurs qui sont souvent effectivement de deux domaines différents, qui arrivent soit de l'industrie, comme EDF ou Mitsubishi, et des investisseurs, on va dire, financiers institutionnels, comme par exemple Meridiam ou la Caisse des dépôts, qui sont nos partenaires sur
aujourd'hui sur les plateformes que l'on a déjà développées. Et donc, effectivement, comme l'a cité Karine, ces véhicules d'investissement investissent dans des actifs, les portent, les mettent à disposition pendant, on va dire, un temps assez long auprès d'opérateurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, en étant associés à des services aussi autour du financement, mais plus particulièrement aussi autour des batteries. Ça peut être des garanties de performance, ça peut être du monitoring des batteries. Et en contrepartie, on reçoit un loyer contre cette mise à disposition. Donc, ça permet, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, on va dire, de franchir le cap et de dépasser un certain nombre de barrières qui sont aujourd'hui importantes dans le domaine du financement de la transition énergétique. Neot, c'est à peu près 15 personnes aujourd'hui qui allient à la fois une expérience et une compétence à la fois dans le domaine technologique des batteries, comme je l'ai dit, mais aussi des compétences en structuration financière innovante. Et c'est vraiment l'alliance des deux qui permet de proposer, on va dire, des offres ou des produits qui vont intéresser les donneurs d'ordre et qui vont aider à franchir le cap. Neot aujourd'hui, c'est deux plateformes. Une première plateforme qui s'appelle Neot Green Mobility, dont je vais parler dans les quelques minutes à venir, qui finance essentiellement de la mobilité électrique en Europe et qui est basée sur, on va dire, la fédération de 3 partenaires qui sont EDF, Mitsubishi et la Caisse des dépôts. Donc là, on a vraiment la partie industrielle et la partie financière qui se sont mis autour de la table. Et notre deuxième plateforme s'appelle Neot of Grid Africa, plateforme que Julien connaît bien, puisque notre partenaire financier majeur est Meridiam dans cette plateforme, aux côtés des deux autres industriels que je viens de citer, qui sont EDF et Mitsubishi. Donc, voilà globalement, et en quelques mots, bien évidemment, je pourrais répondre à des questions là-dessus, mais quelques mots sur Neot. Et je pense que maintenant, c'est important de vous donner l'exemple de la création de la plateforme Neot Green Mobility, en fait, du rationnel de cette création, parce que vous allez pouvoir tout de suite capter à la fois les challenges et les solutions que l'on essaye de mettre sur pied. Neot Green Mobility a été créé en 2017 par 3 acteurs, comme je viens de le dire, EDF, Mitsubishi et la Caisse des dépôts, qui ont fait en fait tous les 3 le même constat. Le constat, c'est le suivant, c'est la mobilité, la transition énergétique est en cours. C'est clair, c'est un fait avéré. Il y a besoin d'énormément de financement. Par contre, il y a des vraies barrières à l'entrée qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans un développement qui devrait être, qui permet de faire du répétable et de développer cette transition énergétique dans des grandes proportions. Les freins, c'est les suivants. Ce sont les suivants, pardon. Tout d'abord, un investissement upfront qui reste important quand on compare, je veux dire, à des référentiels. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une flotte de bus. Quand vous comparez à une flotte de bus thermique, l'investissement initial reste plus important. Et ça, c'est un premier frein majeur, sachant qu'on a toujours des acteurs qui n'ont pas encore changé quelque part de référentiel, et c'est normal. Ils ont encore des référentiels, on va dire, thermiques classiques. Entre guillemets. Donc ça, c'est un premier frein, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième frein, c'est qu'il y a du risque technologique. Alors, on parle des batteries, on parle des véhicules électriques, on ne parle pas on va dire, de technologies hyper innovantes, mais quand vous vous projetez sur des contrats de long terme, en fait, qui peuvent être de 5, 10, 15 ans, la question de savoir quel risque je prends sur les batteries, combien de temps elles vont durer, qu'est-ce qui se passe si une batterie casse, qui s'en occupent, etc., etc. Il y a un vrai risque sur ces technologies qu'aujourd'hui, à la fois des donneurs d'ordre ou des partenaires bancaires, par exemple, vont refuser de prendre. Et le troisième élément, c'est que c'est un nouvel écosystème qui se met en place. Vous avez de nouveaux usages, de nouvelles contraintes aussi. Quand vous mettez tout d'un coup dans une ville 200 bus électriques, la question de l'électrification de votre dépôt est quelque chose de majeur, et c'est un type de problématique qu'aujourd'hui un acteur traditionnel n'a pas du tout l'habitude de gérer et dont il n'a pas envie de s'occuper non plus. Également, on a un nouvel écosystème de constructeurs
de nouveaux fournisseurs de produits, et donc qui remet en question un petit peu l'écosystème traditionnel. Et donc, quand vous ajoutez toutes ces barrières, vous avez des donneurs d'ordre qui, aujourd'hui, ou en tout cas il y a encore 2 ans, ne prenaient pas acte de cet achat ou ce leasing pour développer des nouveaux équipements zéro émission. Et en gros, et pour faire simple, ce que Neod Green Mobility fait, il arrive et auprès de ces acteurs, il leur propose de s'occuper de tout pour, on va dire, gérer ces barrières et ces freins à l'entrée. C'est-à-dire, on amène de l'investissement, à la fois avec l'equity de nos partenaires investisseurs et aussi avec des partenaires bancaires qui vont amener de la dette. On va s'occuper de la structuration du financement, je vais revenir là-dessus parce que c'est des choses qui sont assez nouvelles. On va s'occuper on va prendre un certain nombre de risques, on va mieux les apprécier que des acteurs traditionnels puisqu'on a des compétences dans le domaine des technologies, des batteries, etc. Et donc, on est capable de mieux apprécier ces risques et aussi de les gérer dans la durée. Et on va aussi se proposer d'être l'interface vis-à-vis de ces nouveaux interlocuteurs, de ce nouvel écosystème. Et donc, c'est la proposition de valeur de Neod Green Mobility. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un élément important qui est à pointer pendant ce webinaire, c'est qu'on est dans des domaines de marché qui sont en complète structuration. Je prends l'exemple d'un type d'offre assez innovant que l'on propose, qui est le battery as a service. C'est-à-dire qu'en fait, je prends encore l'exemple des bus, on va proposer, nous, d'acheter les batteries et de les porter dans le temps et en fait de lisser le prix de cette batterie et pour rendre ça quelque part équivalent au carburant qu'un opérateur va payer pendant la durée de vie de son bus thermique. Là, c'est plus l'essence que vous payez, c'est la batterie qui est en fait l'équivalent de votre carburant. Quand vous faites ça, c'est une très bonne idée, mais quand vous essayez de le mettre, on va dire contractuellement sur pied, quand vous essayez de trouver des partenaires bancaires pour amener de la dette sur cette base-là et que vous essayez de bâtir et de fédérer autour de ce type de contrat, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Et aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Et à mon avis, c'est un bon résumé qui permet de montrer que ces challenges, il faut vraiment qu'ils soient relevés par à la fois une compétence et une expertise technologique, technique, industrielle, qui nous est amenée aussi par nos partenaires tels que EDF et Mitsubishi, et puis une compétence de structuration financière auquel aussi nos partenaires financiers contribuent et nous aident beaucoup. Et donc, je pense sincèrement que cette alliance, effectivement, industriels et financiers au service d'offres de financement qui sont en fait innovantes, puisqu'elles sont amenées à prendre notamment un certain nombre de risques que des acteurs financiers traditionnels ne vont pas prendre ou vont pricer de manière très importante. Je pense que pour amorcer et structurer ce marché et devenir un acteur derrière important de ce marché du financement, de la transition énergétique, c'est vraiment la bonne manière, voire la manière nécessaire pour entrer dans ce jeu et le développer. Voilà. C'est très intéressant et moi, on a eu l'occasion de travailler avec Neod et on espère pouvoir le refaire dans d'autres contextes. Là, les opportunités sont nombreuses, mais en gros, ce que je trouve très intéressant dans votre approche, c'est ce mariage entre une innovation technique qui finalement, on est sur des objets relativement maîtrisés, mais qui en fait est autour d'une organisation, j'allais dire, industrielle au sens premier du terme. Comment j'arrive à industrialiser le déploiement d'une solution et qui va de pair, cette industrialisation, avec l'atteinte d'une taille critique qui permet d'attirer des investisseurs et de comprendre les risques auxquels ils s'exposent. Donc, c'est vraiment, on est vraiment au cœur d'un des enjeux de la transition qui est, comme tu l'as très bien dit, cette capacité à venir, vous l'avez très bien dit, cette capacité à venir agréger des projets
petite taille pour les mettre à l'échelle du besoin qui, lui, se compte en dizaines de milliards. Donc, je trouve ces deux points de vue très complémentaires et finalement qui sont très convergents, hein, Catherine, par rapport à ce que vous expliquez sur l'approche de plateforme pour arriver à massifier le déploiement d'une solution. Du coup, Laurent, qui est partagé avec Philippe, au-delà d'un intérêt fort et pour la transition et sa mise en œuvre, un sponsor commun, je vais le dire comme ça, très preneur de la description de votre solution et de comment elle peut répondre à des défis qui sont des défis européens, d'autres pays européens, en plus des défis nationaux, mais je crois que vous allez dire des réalisations concrètes en dehors de nos frontières. Donc, exactement. Alors, je me propose de présenter Perfesco rapidement. On est une filiale du groupe EDF que j'ai créée il y a un peu plus de 6 ans maintenant, et Philippe m'y a aidé à l'époque au sein du groupe. L'objectif est de travailler essentiellement avec des industriels sur des objets de la transition énergétique qui ont une vocation à rester de manière pérenne au fond des poubelles des industriels. Quand on prend l'approche classique de financement de projets des industriels, ils financent les objets qui sont dans leur cœur de métier, qui sont nécessaires, à défaut de quoi ils ferment. Une nouvelle ligne de laminage, une installation de rénovation de la cimenterie. Et pour le reste, les objets sont classés par un merit order décroissant en fonction des temps de retour. Donc, quand on approche des objets qui ont des temps de retour bruts au-delà de 2 ans, ils sont en général pas faits ou faits avec des queues de budget, c'est-à-dire très mal faits. Bon. Sur le fond, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas en soi d'innovation de rupture ou d'innovation radicale, mais qui ne sont pas traités dans les sites industriels. Au premier rang desquels, l'amélioration des moteurs, l'amélioration des éclairages, l'amélioration de l'air comprimé, l'amélioration de la thermique des fours, qui sont des objets pour lesquels il y a une technicité évidente, parce qu'on peut dire je change un site l'éclairage d'un site industriel en mettant des LED, mais on peut faire un peu mieux que ça, ou j'améliore la thermique d'un four. On peut mettre une couche comme ça d'isolant ou une couche comme ça, pour autant il faut se demander 5 minutes comment on fait, ou j'améliore les moteurs, mais en général ils sont souvent au milieu du process, et si on fait n'importe quoi, on va casser le moteur. Bon. L'idée de Perfesco, c'est de travailler avec des industriels sur ces usages qui sont réputés secondaires. Donc, ce qu'on fait chez Perfesco, c'est de se dire comment on adresse ces sujets-là. 2 projets qui ont une vocation pérenne à rester dans les poubelles de nos clients. Et on a traité le problème de 3 manières différentes. La première, c'est de travailler sur une expertise technique, alors, qui est très largement abritée au sein du groupe EDF et qu'on a développé chez Perfesco sur ce sujet-là. Les sujets étant principalement l'éclairage, les moteurs, l'air comprimé et la thermique. Deuxième point, une poche de capital dédiée qu'EDF nous a mise à disposition pour nous permettre de travailler sur une nouvelle classe d'actifs. La nouvelle classe d'actifs étant des petites infrastructures de production d'efficacité énergétique. Et puis, le troisième sujet, c'est le mariage de ces deux, en disant à nos clients, on vous propose de financer des objets qui ont des temps de retour pauvres sur les gains, en faisant avec ces contrats des temps de retour, des contrats longs. Donc, schématiquement, je prends un cas qu'on a fait chez SKF. Le navire amiral de SKF en France, c'est leur grand site industriel de Saint-Cyr-sur-Loire. SKF, j'ai oublié l'acronyme, ça doit vouloir dire Sverige, Crunchfund Fabrik, est le leader mondial des roulements à billes, ce qui fait qu'on trouve leur roulement à billes dans une part significative des véhicules, des voitures et des avions avec SKF Aero Engine. Ils ont un site en France qui doit consommer une centaine de gigawattheures et on a travaillé sur les éclairages de tout le site qui consommait probablement 5 gigawattheures, qu'on a ramené à un peu moins de 2, donc on a gagné 3 gigawattheures de conso, ça fait 3% de la conso du site et à peu près 70% de gains sur l'éclairage. C'est des objets qui n'auraient pas été rénovés, parce que les temps de retour bruts sont de l'ordre de 6 ans. Et on en a fait un contrat qui dure un peu plus que 6 ans, évidemment, qui dure une dizaine d'années, avec lequel on rénove ces éclairages et on se finance en laissant une partie des gains pour les clients. Le résultat, c'est qu'on porte l'actif sur notre bilan, on le sort de celui de nos clients,
on rénove des installations qui ne seraient sans ça pas rénovées, et on contribue à la transition énergétique. On l'a fait avec un certain nombre de grands comptes industriels en France. On a fait le même type de montage, on peut en parler parce qu'ils en parlent même chez Vicat, qui est probablement le dernier cimentier français et l'inventeur du ciment, sur des objets un peu plus techniques. C'est les moteurs qui sont au cœur du process, donc qui refroidissent le clinker au milieu de la chaîne. On a rénové les moteurs qui sont au milieu de cette chaîne, on a rénové la chaîne moteur-ventilateur et on a enlevé, pareil, à peu près 3 gigas de conso sur 5, ce qui est beaucoup, ce qui correspond de la même manière à quelques pourcents de la consommation de l'usine, ce qui leur fait gagner quelques pourcents de compétitivité sur cette partie-là de la chaîne. Voilà. Et l'idée de ce qu'on fait, elle est double. Elle est de travailler sur la transition énergétique. Ça, c'est si je me place d'un point de vue industriel en travaillant sur des usages, encore une fois, qui sont réputés pauvres ou secondaires, avec des objets qui ont des temps de retour longs. Et pour faire ça, on développe, et on a développé d'ailleurs, une nouvelle classe d'actifs qui correspond à des objets de production de kilowattheures négatifs, donc de production d'efficacité, qui nous permettent de financer ces objets-là. Très clair. J'ai une question d'ailleurs. Vous avez parlé d'une poche de financement mise de côté par EDF. J'avais compris aussi des échanges avec Mme Bertin, que je remercie parce que c'est elle qui nous a permis de vous avoir autour de la table aujourd'hui, que vous aviez aussi mis en place des solutions de tiers financement avec des acteurs bancaires, ou alors c'est prévu, c'est pas encore fait. Non, c'est en cours. C'est même réalisé d'ailleurs, parce qu'on refinance nos objets. On fonctionne comme font un certain nombre de gens dans les outils de production d'énergie solaire ou éolienne, en faisant du développement et vente d'actifs structurés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on porte l'actif en fonds propres. Parce que les banques ont historiquement beaucoup de mal à financer des actifs sur lesquels il y a peu de retours, qui sont de taille, qui ne font pas 500 millions d'euros pièce, et sur lesquels il faut finalement beaucoup réfléchir. Et on les refinance en cours de route, en gardant après la maîtrise industrielle de l'objet, c'est-à-dire qu'on garde les fonds propres ou on peut en céder une partie, peu importe. Mais l'idée, c'est d'être capable de porter ces actifs-là jusqu'au moment où on trouve des acteurs qui nous refinancent en dette. Donc pour l'instant, l'intervention d'acteurs prêteurs, et une fois que vous avez massifié, et en fait, le temps on a fait déjà un premier tour de dette. On a fait déjà un premier tour de dette sur une première poche, sur un premier portefeuille d'actifs, qui nous a permis de valider un certain nombre de choses, qui a permis aux banques de vérifier, puisqu'on avait déjà massifié un peu, que le modèle fonctionnait. Et là, l'idée, c'est d'accélérer les vitesses de rotation maintenant. Très clair. Écoutez, merci beaucoup, c'est très intéressant et au cœur de nos discussions. Alors moi, j'avais prévu de vous parler de 2 exemples et de mettre à l'honneur, alors il n'a pas pu les faire venir parce qu'ils sont tous pris par... Mais 2 PME avec lesquels on a eu la chance de travailler ces dernières années sur des sujets, je dirais que ce que vous venez d'expliquer est très clairement. Le sweet spot de Meridiam, historiquement, c'était plutôt le très gros projet, 500 millions d'euros. Nous, on a 90 projets qui font à peu près 70 milliards d'investissement, de CAPEX. Donc le ratio est là. Alors avant, c'était plus facile, c'était 1 milliard. On le fait baisser progressivement parce que je rajoute des petits trucs dans la transition avec mes collègues. Donc ça fait baisser la taille unitaire. Et encore, on compte comme projet l'agrégation, typiquement un portefeuille comme celui de Perfechco. À notre échelle, c'est un seul projet. Et d'ailleurs, à l'échelle de DF, c'est traité en tant que tel. Et donc, du coup, donc 2 sujets qu'on voulait évoquer rapidement. Le premier qui est, alors j'aurais pu parler de Néoté en Afrique, c'est un bon exemple, mais comme tu étais déjà là, Philippe, je me suis dit bon. Mais le premier, c'est un projet d'une taille unitaire qui commence à rentrer dans les canons du projet sur une thématique qui est très porteuse aujourd'hui, qui est celle de les cas d'usage sont encore un projet de centrale qui combine du photovoltaïque et du stockage, notamment du stockage sous forme d'hydrogène et aussi de batteries, donc en Guyane, qui avait été initié par une petite société française, HDF, pour Hydrogène de France. Il fallait oser, ils l'ont fait. Et donc, du coup, ils ont commencé à initier ce projet il y a maintenant 4 ans. On y est rentré.
On entend bien Julien ou pas? De projet avec un temps de développement assez grand. Je t'entends pas très bien, Julien. Julien, ça coupe un petit peu. Ouais, il y a un problème de connexion. Problème de connexion. Je vais faire un truc qui normalement je ne devrais pas faire, mais je vais arrêter la vidéo parce que mon réseau est moins bon chez Meridian, c'est bizarre. Donc ce que je disais, c'est peut-être que c'est mieux là. Ou pas? Oui. Parce que là, c'est très bien. C'est mieux. Donc, dans le cadre de ce projet, donc, Hydrogène de France a initié il y a 4 ans, après un pilote, et on a rejoint le développement. Et donc, un premier enjeu pour le monde financier, c'est souvent d'arriver à prendre ce réseau de développement et à fortiori le réseau de construction que Laurent décrivait bien, qui n'est pas toujours quelque chose auquel les investisseurs sont habitués. Donc, une partie du boulot de Meridiam, c'est d'organiser ce conduit, si je puis dire. Et bon, ça, c'est une première chose. Et là, en l'espèce, ce projet, pourquoi il a du sens là où il est? Donc, il est dans l'ouest de la Guyane, où le coût de l'électricité est extrêmement élevé. Les solutions alternatives plus ou moins carbonées sont onéreuses, du fait où on se situe. Et donc, l'hydrogène dont on cherche à trouver la place dans le mix électrique européen, je vais y revenir, s'il y a bien des endroits où ça peut avoir du sens, c'est cela. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'en combinant un électrolyseur, des panneaux solaires, donc un électrolyseur donc alimenté par les panneaux solaires, qui va être fourni par une technologie française, puisque c'est McPhy, qui est aussi de la galaxie EDF minoritairement, mais qui est poussé par le groupe, en gros, qui va fournir l'électrolyseur, dont Siemens est l'intégrateur. En gros, on combine ça avec des batteries, une pile à combustible, de manière à produire 10 MW garantis pendant la journée, avec une définition de la journée qui nous emmène jusqu'à la pointe du soir en pratique, et 3 MW la nuit, ce qui permet, vu du réseau, d'avoir un objet prédictible, quand on sait qu'une des difficultés liées au développement des renouvelables, c'est la gestion d'intermittence des réseaux, notamment dans des petits systèmes électriques quasi insulaires, même si évidemment la Guyane n'est pas une île, elle se comporte comme telle d'un point de vue électrique. Donc ce projet, qui évidemment est relativement onéreux quand on le ramène en euros du mégawattheure et qu'on compare à ce qu'on peut faire dans d'autres géographies ou quand on fait du solaire pur, si je puis dire, quand on compare à d'autres sources non intermittentes, il est particulièrement pertinent économiquement, ce qui devrait nous conduire à tenir un contrat de long terme d'achat d'électricité validé par le régulateur d'ici la fin de l'année et à boucler cette opération, qui est un alignement de planète assez unique, puisqu'en fait, on mélange de l'hydrogène dans un cadre français, de régulation français, donc qui est forcément attractif pour des investisseurs en fonds propres comme nous, mais aussi pour des prêteurs. On est très largement sursouscrit en matière de besoin de financement en dette sur cette opération, et qu'en plus, on peut combiner, parce que c'est de l'hydrogène, une expertise de Siemens est venue prendre un certain nombre de risques industriels sur cette opération, en lien avec le fait qu'ils veulent un pilote dans ce domaine-là. Bon, donc on est sur un projet qui vit sa vie, j'allais dire, en stand-alone. La question maintenant, c'est comment on le duplique ailleurs et comment il peut s'intégrer dans la dynamique européenne. Alors, à l'identique, des briques, évidemment, si on prend que les briques prises une par une, pour McPhy, disposer d'une référence à une échelle industrielle, puisqu'on parle d'un électrolyseur de 16 MW, c'est important. Donc ça contribue évidemment au rayonnement de cette solution industrielle. Mais quand on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire un peu de similaire ailleurs, ce qui vient à l'esprit le plus naturellement, et c'est ça qu'on est en train d'explorer avec notre partenaire HDF, c'est des projets dans les îles européennes. La France a la chance de disposer d'un cadre de régulation très favorable pour les îles, enfin très bien structuré, pas forcément favorable économiquement, mais bien structuré pour les îles, pour ces îles, enfin ces territoires ultramarins. Mais on a en Méditerranée notamment, on pense au monde grec, à Chypre, dans une moindre mesure en Italie, parce qu'on est quand même sur des territoires plus petits et qui sont en général connectés à l'Europe continentale. Alors, on a quelques terrains de jeu intéressants pour ce type de projet. Donc, le prochain projet de ce type, on devrait le développer à Chypre, avec donc, HDF qui a commencé à initier un déploiement dans un cadre de régulation légèrement différent de celui qu'on peut connaître en France. Voilà, donc ça c'était un premier exemple de solution, j'allais dire, française, avec beaucoup de technologies françaises, même s'il y a aussi de l'allemand et du canadien, parce que sur les piles à combustible, je l'ai découvert, mais il y a une forme de leadership canadien sur ces questions-là. Même si le projet, c'est de venir développer de la capacité industrielle sur ces questions-là en Europe aussi. Bon, voilà. On a été rattrapé par l'actualité, si je puis dire, puisque le Covid a mis la question de l'hydrogène au cœur, mais la question reste malgré tout celle des cas d'usage et où est-ce que cette solution a du sens. Donc,
voilà, nous, les axes sur ce sujet spécifique qu'on va continuer à poursuivre. Le deuxième exemple qu'on voulait mettre en avant, il s'inscrit un peu dans la veine de ce que Philippe décrivait. C'est cette capacité, et même et dans une mesure aussi Laurent, cette capacité à venir agréger des tout petits actifs pris individuellement qui rendent un service collectivement. On est peut-être plus du côté de Néoté. Donc c'est l'effacement de demande. On a annoncé hier le fait qu'on devenait l'actionnaire majoritaire d'une société à la longue histoire et qui a cherché un modèle économique et qui a fini par le trouver avec l'émergence notamment du renouvelable et du besoin de flexibilité, donc Voltalis, qui agrège des boîtiers qui sont placés chez le particulier ou dans des petits commerces et qui permettent de piloter la demande en temps réel et de faire face à des besoins de flexibilité du réseau. C'est un sujet qui est devenu assez prégnant ces derniers mois en France, avec une vraie volonté gouvernementale d'accélérer sur ces sujets, avec des appels d'offres dédiés à l'effacement. Et c'est un sujet qu'on voit émerger ailleurs en Europe. J'étais très, très, très surpris d'une discussion qui n'avait rien à voir avec les autorités britanniques, donc pièces au Royaume-Uni, de voir qu'ils avaient en tête qu'il faudrait qu'ils déploient 3 à 4 gigawatts de capacité d'effacement, a priori décentralisée, donc à l'échelle du particulier, notamment avec le développement du véhicule électrique, dans un pays qui est quand même historiquement est pays du gaz pour le chauffage, mais qui veut électrifier ses usages, qui va faire se déployer des pompes à chaleur, le véhicule électrique comme notre pays européen. Et en fait, quand on regarde les gisements au niveau européen, on est sur plusieurs dizaines de gigawatts avec un cadre de régulation qui est en train de se mettre en place à la suite du Clean Energy Package de 2019 et dont la mise en œuvre s'accélère. Donc c'est un sujet de tiers investissement en fait pour nous principalement, où en fait en pratique ces boîtiers sont installés et financés par des sociétés de projet dont on est l'actionnaire principal aux côtés de Voltalis, et on a eu la chance de pouvoir faire venir la Banque européenne d'investissement pour financer un déploiement un peu plus important sur le territoire national, et c'est ce genre de modèle qu'on cherchera à dupliquer dans d'autres géographies, à commencer probablement par le Royaume-Uni. Donc on est en dehors de la zone du Green Deal, pour des raisons qui sont indépendantes de l'Union européenne, mais aussi les pays nordiques. On a un pilote aujourd'hui en Finlande où on voit une vraie attente sur ces sujets-là, dans la mobilisation de solutions qui permettent d'aller mobiliser ces gisements, j'allais dire, avec de l'inertie électrique, ce qui était le chauffage électrique historiquement, mais aujourd'hui, demain, électrique et d'autres usages, la climatisation aussi au sud de l'Europe. Donc voilà, une solution d'origine française qui aujourd'hui poursuit son chemin en dehors des frontières et qui n'est pas la seule. D'autres technologies ont émergé au fil du temps et rendent des services comparables. Voilà, donc c'est 2 exemples qu'on voulait mettre en avant et qui ne fonctionnent que parce qu'on a la combinaison d'un horizon d'investissement long et d'un aiguillon technologique ou de développement. Dans le cas de GDF, c'est la technologie propre pour l'instant, qui permet de faire ce mariage sur 2 sujets qui sont au cœur des problématiques du Green Deal dans les années qui viennent. Voilà pour notre part. Merci beaucoup, Julien. Il est 23, donc je me permets peut-être de lire une question. Avec plaisir. Alors, merci d'abord nos intervenants. Donc, on a une question. Je lis la question. On a l'impression que les financements verts ont du mal à arriver vers les projets sur le terrain à l'échelle. On voit des niveaux records d'émissions d'obligations vertes, de structuration financière innovante de la part des grandes banques, mais on a peu l'impression qu'elles servent beaucoup à refinancer des choses déjà existantes et que la finance verte tourne un peu sur elle-même. Comment faire pour les attirer massivement vers ces projets? Bon, je vais répondre de manière très rapide, et puis après je passerai la parole notamment aux porteurs de projets. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de la finance verte, il y a eu une focalisation un peu trop importante à certains égards sur le refinancement d'actifs existants. Et notamment la classe d'actifs, j'allais dire la plus simple, qui finalement n'intéresse personne quasiment autour de la table, même s'il fait partie de la transition, qui sont les grands projets renouvelables, solaires, éoliens, dans des géographies relativement maîtrisées. Et donc, il y a tout un travail, et c'est en ce sens-là que les solutions sont intéressantes, et je vais m'arrêter là, il y a tout un travail à faire aussi de la part des porteurs de projets, parce qu'on peut se plaindre que les banques ne fassent pas leur boulot, mais c'est aussi notre boulot à nous de venir structurer les choses pour que ce soit attractif pour elles. Et donc, c'est un travail de massification qui prend du temps, de développement. Et la petite nuance que j'apporterai pour aller dans le sens de l'intervention, c'est qu'il y a eu finalement assez peu d'investissements, et on y vient,
dans les compétences côté investisseur, au-delà de la sphère du renouvelable, pour aller regarder ces objets compliqués. Mais ça arrive. On est très surpris de voir un paquet d'institutions qui aujourd'hui ont vraiment des groupes transverses, qui regardent des sujets aussi variés que la mobilité électrique, que la question de l'hydrogène, l'efficacité énergétique qui reste quand même souvent un parent pauvre. Voilà, mais je ne sais pas si un des trois intervenants veut porter quelque chose là-dessus, parce que vous avez une expérience concrète et vécue de ces sujets. Oui, je peux peut-être, merci Julien, juste un commentaire par rapport à ça, je partage tout à fait ce que tu dis. Deux éléments supplémentaires. Je pense qu'il y a un vrai intérêt des institutions financières, en tout cas nous sur les domaines sur lesquels on travaille, comme la mobilité ou tout le domaine de l'énergie off-grid. Il y a un vrai intérêt, un vrai désir de rentrer sur ces domaines. Ça, c'est un fait avéré. La plupart des grandes institutions sont très pushy pour le faire. Et maintenant, on est dans un moment, et comme Julien l'a dit, il faut un petit peu de temps, parce que s'ils restent totalement sur leurs standards habituels de prise de risque, on va dire, de schéma contractuel, et qu'ils n'en changent pas et n'en bougent pas du tout, ce sera très compliqué. Et donc, je pense qu'il y a, il y a une acclimatation à faire pour qu'ils fassent une partie du chemin. Comme l'a dit Julien aussi, on ne peut pas non plus leur demander d'être autre chose que des prêteurs. Et donc, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il faut accepter. On est sur un marché qui n'est pas encore complètement structuré. Et donc, si les banques ne sont pas là aussi pour, je dis de manière très caricaturale, prendre une petite partie de part du risque qui est associé à la structuration du marché, ce sera compliqué. Mais je pense qu'elles vont le faire parce qu'il y a un vrai attrait aujourd'hui. Je vais compléter, si tu veux bien, d'un mot sur ce sujet-là. Nous, on a, alors, sur la partie l'efficacité énergétique et le parent pauvre, on a une idée assez claire du fait qu'on est un parent pauvre, parce que les banques ne nous parlent pas. Donc, si on ne s'appelait pas EDF, elles ne nous parleraient pas du tout. Bon, là, dans la mesure où on est une filiale du groupe EDF, évidemment, au moins le minimum syndical qui consiste à nous répondre. Et certaines prennent le temps de traiter les dossiers et on arrive à travailler. Mais ce qu'on mesure néanmoins, c'est qu'on est dans des tailles d'objets qui sont extrêmement faibles, que pour une banque, comme pour n'importe quel financeur, travailler sur une opération à 500 millions et sur une opération à 5 millions, c'est finalement presque le même montant de due diligence. Sauf que dans un cas, il y a une marge, dans l'autre cas, il n'y en a pas. La sortie de cette discussion passe probablement par le fait que les grands institutionnels, je prends BlackRock, qui parlait hier de repondérer les investissements en France, eu égard au fait que l'électricité nucléaire est décarbonée et que ça favorise le mix énergétique français par rapport au mix allemand, mais que les grands investisseurs institutionnels prennent de plus en plus en compte ces critères verts dans leurs allocations d'investissement et que c'est ce type de pondération soft qui, en venant compenser une pondération hard et juste le PNL, permettra à cette classe d'actifs de se développer. Cette pondération soft arrive, c'est-à-dire qu'il y a des grands institutionnels qui se retirent du charbon, des banques qui disent je ne finance plus tel et tel type d'usage. De la même manière, elles finissent par dire bon, c'est ce que nous disent les banques, je vais quand même regarder votre truc, parce que si je commence jamais, vous allez être emballé en fonds propres, et finalement, quand ce sera gros, vous les ferez avec quelqu'un d'autre. Donc, comme la dynamique est là, c'est plutôt une régulation soft qui est en train de se mettre en place qu'une régulation hard. Mais elle arrive. Pour compléter, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va se passer sur les thématiques vertes. Donc aujourd'hui, effectivement, la façon la plus facile, c'est d'aller sur des sujets un peu risqués, donc des projets ENR, voire des projets ENR déjà en opération. Mais clairement, il n'y a pas assez de projets sans risque pour placer tout l'argent qui souhaite s'investir sur ces sujets-là. Donc dans les faits, il y a aussi, pour les banques comme pour les institutionnels, une pression qui est liée à la recherche de projets. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque ça les amène à considérer des projets qui ont des profils un peu plus risqués, comme disait Laurent, pour se positionner sur les nouvelles thématiques. Oui, bien, il faudrait bien qu'ils se positionnent un jour s'ils ne veulent pas rater le coche.
Et c'est là où des institutions comme nous, et on n'est pas les seuls, nous qui avons parlé aujourd'hui, on peut jouer un rôle de passeur ou de transformateur à deux titres. Le premier, c'est en agrégeant des projets de petite taille pour les mettre à l'échelle, pour ces acteurs-là qui ne viendront jamais sur des petits tickets, parce que comme le disait Laurent, la due diligence, c'est la même sur les petits projets, sur des gros projets, et il faut des expertises vraiment, enfin, des gens qui connaissent ces secteurs-là. Et ça a été dit, je crois, à plusieurs reprises dans la discussion aujourd'hui. Si des gens comme nous arrivent à aller sur ce type de sujet, c'est parce qu'on a dans nos équipes ou à côté de nous des gens qui connaissent. Donc, et ça, tous les investisseurs n'auront pas des équipes dédiées sur toutes les thématiques. Donc, des gens comme nous peuvent permettre sur ces nouveaux sujets d'aller accompagner des projets, prouver que ça marche et ensuite rendre l'investissement pour ces acteurs, je dirais, de plus grosse taille et sans nécessairement une expertise sur tous les secteurs, de sauter le pas. Donc, on a ce rôle de passeur en agrégeant et en créant un track record qui rendra l'investissement plus facile pour les investisseurs et les banquiers plus traditionnels dans un deuxième temps. Rôle d'aiguillon et de passeur, moi j'aime beaucoup la formule. Merci. Super, je vais te la piquer, mais bon. Bon, ok, on arrive au bout de l'heure. Alors je crois qu'il y avait une dernière question, mais qui finalement à laquelle Karine a répondu dans son intervention sur la capacité à faire des plateformes efficaces. Moi j'ai envie de dire, il faut aller voir Philippe, mais je crois qu'en plus il a des enjeux de déploiement là, dans les années qui viennent, parce qu'il a plus de projets, plus de capitaux, et Laurent. Mais ok, ben moi je voulais juste vous remercier parce que finalement vous illustrez assez bien ce qu'on essaie de faire à Finance for Tomorrow en mariant voilà, le terrain et le très stratégique. Et l'idée, c'est d'organiser cette rencontre. Je pense qu'on va arrêter là, sauf si Pierre-Luc, tu me dis qu'il y a d'autres questions. Non, exact, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à toi, Julien. C'est parfait. Désolé pour le petit couac technique du milieu de webinar, mais c'est des choses qui arrivent en ligne. Merci à vous, c'était très intéressant. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.